Vous savez, j'étais en train de devenir une adolescente. On m'a volé ça. Toute mon année de quatrième m'a été enlevée. Caitlin Lassiter pensait passer une journée amusante à Six Flags, riant avec ses amis tandis que leur siège montait en temps. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie à jamais. C'était aussi complètement évitable. La tour de puissance Superman était l'une des plus grandes attractions du Kentucky Kingdom. Une immense tour de chute qui promettait une montée d'adrénaline pure jusqu'au jour de sa désormais célèbre défaillance. Ouverte en 1995, c'était la première attraction de ce type. Les passagers étaient à Turtle, attachés, hissés à 54 mètres dans les airs, puis lâchés dans une chute libre à vous retourner l'estomac à plus de 80 km/h. Juste avant de toucher le sol, des freins magnétiques arrêtaient brusquement les sièges au-dessus du bitume. C'était intense, c'était terrifiant, et c'était conçu pour sembler juste assez sûr. L'installation était simple. Des gondoles étaient un côté alignées, autour de la tour, chacune accueillant 4 personnes, les pieds pendant dans le vide. La plupart des passagers ne pensaient jamais à la mécanique derrière le frisson. Chaque wagon était verrouillé sous des rails en acier, s'accrochant à l'extérieur de la tour comme des dents. Au-dessus d'eux se trouvaient les chariots de retenue, reliés à des câbles en acier qui montaient jusqu'au sommet. Ces machines hissaient les passagers dans le ciel. Au début, les chariots de retenue se mettaient en place et s'accrochèrent aux gondoles en dessous. Puis la montée commença. Lentement, régulièrement, les sièges montaient de plus en plus haut. 100 pieds, puis 150. Le bruit du parc s'est estompé, et puis plus rien. Juste une seconde de silence en apesanteur. À ce moment, le loquet a lâché et la chute a débuté. En 2007, l'attraction a été rénovée. Nouvelle peinture et thème super-héros. Mais quelques mois plus tard, la tour de puissance Superman fermait définitivement. C'est à cause de ce qui s'est passé le jeudi 21 juin. Comme la plupart des adolescentes, Caitlin Lassiter était insouciante et excitée. Ce jour-là, sa principale préoccupation était de choisir l'attraction par laquelle commencer. L'adolescente et ses amis se sont précipités vers la tour de chute. Elle était près de l'entrée, difficile à manquer. Après leur premier tour, elles sont retournées faire la queue pour un second. C'est à ce moment-là que Caitlin Lassiter a décidé de changer de siège. Lors du premier tour, elle était au milieu, mais cette fois, elle s'est déplacée complètement à gauche. Une décision apparemment innocente, mais pour Caitlin Lassiter, cela allait changer sa vie à jamais. L'attraction a commencé son ascension vers le ciel. Les filles riaient, plaisantaient, se donnaient en des coups de coude. Et puis, elles ont ressenti une secousse violente, un claquement comme un coup de fouet dans l'air, puis l'odeur de la fumée. Les rires se sont arrêtés. Les cris ont commencé. « À l'aide, on va mourir !» Aucun des passagers ne pouvait le voir clairement, mais l'un des 3 câbles en acier du côté droit de la tour venait de se rompre. À environ 12 mètres du sol, le câble cassé est tombé et a frappé la nacelle, touchant Caitlin Lassiter en plein visage, lui fendant la lèvre et lui faisant saigner le nez. Les passagers ont crié pour arrêter l'attraction, mais au lieu d'appuyer sur le bouton d'urgence, l'opérateur a appelé la ligne d'urgence du parc. L'attraction a continué de monter. En bas, une foule a commencé à se rassembler, regardant avec confusion. Là-haut, le câble sectionné a commencé à s'enrouler autour des pieds de Caitlin Lassiter, alors qu'il montait point de plus en plus haut. Près du sommet, elle s'est tournée vers son amie, avec qui elle avait changé de place peu avant, et a murmuré « Je t'aime ». Elle pensait que c'était la fin. Et le loquet s'est relâché. La gondole est tombée. En chutant, le câble s'est serré autour des jambes de Caitlin Lassiter comme un nœud coulant. La force était incroyable. Il a traversé ses jambes inférieures, sectionnant les 2 pieds et brisant son fémur. Ses amis, choqués, n'avaient que des coupures et contusions mineures, mais étaient indemnes. Caitlin Lassiter avait subi toute la force de l'accident. Les ambulanciers ont transporté l'adolescente à l'hôpital en urgence. Ses blessures étaient catastrophiques, mais elle était encore consciente. Elle a été transportée dans un centre médical à Nashville, où des chirurgiens ont œuvré toute la nuit pour sauver ce qui était possible.
Pendant ce temps, les enquêteurs ont fermé la Superman Tower of Power et ont commencé à poser la seule question à laquelle personne dans le parc n'était prêt à répondre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce jour-là, 2 adolescents opéraient le manège. Un opérateur principal s'occupait des commandes et un assistant faisait le tour pour vérifier les dispositifs de sécurité. Les deux avaient une bonne vue sur la section où les filles étaient assises. Une fois que l'assistant avait appuyé sur les boutons de préparation de la section et d'activation du manège, l'opérateur principal appuyait sur le bouton de lancement pour commencer l'ascension. Lorsque le câble a cédé, l'assistant a crié à l'opérateur des commandes d'arrêter le manège. Et c'est exactement ce qui aurait dû se passer. Si quelque chose semblait anormal, le contrôleur du manège devait appuyer immédiatement sur l'arrêt d'urgence. Un temps précieux a été perdu à appeler l'urgence. La dame au téléphone a dit qu'il était normal que les passagers crient, mais j'ai répondu que cette fois, les cris étaient totalement différents parce que tous les passagers criaient. L'opérateur principal a finalement activé l'arrêt d'urgence, coupant l'alimentation de l'attraction. Cela s'est produit presque exactement quand la nacelle a été libérée. À ce moment-là, l'attraction a commencé à chuter et il était impossible de l'arrêter. Les enquêteurs ont reconstitué la chronologie et ont découvert quelque chose de glaçant. 10 secondes se sont écoulées qu'entre la rupture du câble et la chute libre. Si l'arrêt d'urgence avait été déclenché à temps, l'adolescent aurait eu des blessures mineures. Quelques coupures, peut-être des bleus. Ce moment est passé et il n'est pas revenu. À partir de là, la situation a empiré lorsque les inspecteurs ont enquêté sur la rupture du câble. Selon le responsable de la maintenance, les câbles devaient être remplacés tous les 3 à 4 ans. Celui-ci avait été remplacé pour la dernière fois il y a 4 ans, exactement selon le calendrier. Les techniciens devaient aussi inspecter visuellement les câbles 2 fois par semaine et mesurer leur diamètre 1 fois par an. Sur le papier, les inspections avaient bien lieu, mais il y avait une faille cachée. Les inspecteurs de l'État utilisaient un manuel obsolète datant de l'installation de l'attraction dans les années 1990. Ils ne comprenaient pas les procédures de test de câbles avancés ajoutées dans le manuel plus récent. Et légalement, le parc et le fabricant n'étaient pas obligés de fournir les mises à jour. Les inspections ont continué selon des procédures devenues inadéquates. Des experts ont ensuite indiqué que si ces nouveaux tests avaient existé, la fatigue du câble aurait pu être détectée. Un examen approfondi a révélé des problèmes plus graves. Des entretiens avec des employés du parc ont révélé que les équipes de maintenance prenaient discrètement des raccourcis risqués. Au lieu de vérifier les câbles des manèges pour des dommages, les techniciens utilisaient une astuce interdite, appliquer de la fécule de maïs pour limiter le glissement. Cela pouvait sembler anodin au début, mais cette solution rapide dissimulait dangereusement les premiers signes de détérioration des câbles. Au moment de l'accident, le câble défaillant avait une apparence de rouille rouge et son diamètre était passé de 11 mm à 10,6 mm. Pire encore, le parc aurait utilisé des câbles de remplacement de fournisseurs locaux au lieu de ceux certifiés par Intamin. Après l'accident, toutes les tours de chute libre Intamin de 2e génération et plus récentes ont été fermées dans les parcs Six Flags et Cedar Fair. Les inspections ont montré des câbles corrodés similaires dans certaines. Un bouton d'arrêt d'urgence a été ajouté au panneau d'assistance de chaque tour, permettant à tous d'arrêter l'attraction, pas seulement l'opérateur principal. Six Flags Kentucky Kingdom a écopé d'une amende de $1000 pour défaut d'entretien mécanique de sécurité de l'attraction. Personne n'a été poursuivi. La famille de Caitlin n'a pas été étonnée des résultats de l'enquête. Pour eux, l'échec était évident depuis le début. Une meilleure formation, des décisions plus rapides, des protocoles d'urgence qui ne reposaient pas sur des adolescents paralysés par la panique. Ils ne blâmaient pas les opérateurs, mais les trouvaient trop légers, trop jeunes et insuffisamment préparés pour gérer une situation critique. Et l'État était d'accord. En quelques mois, les législateurs ont interdit à la plupart des lycéens de faire fonctionner des manèges à haut risque. À ce moment-là, Caitlin avait déjà subi 4 amputations chirurgicales. Les médecins n'ont réussi qu'à rattacher son pied droit. Sa jambe gauche n'a pas pu être sauvée.
les dégâts étaient trop importants. La seule option était l'amputation juste en dessous du genou. Sa famille avait été accablée par plus d'un demi-million de dollars de factures médicales. Et le combat n'était pas terminé. 1 an après l'accident, ils ont poursuivi le parc pour négligence. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable. Les détails sont restés confidentiels. Caitlin, encore en convalescence, porte maintenant une prothèse au pied. Les cicatrices émotionnelles étaient plus profondes. Je ne serai plus la personne que j'étais avant, parce que maintenant, j'ai peur de certaines choses. J'ai peur pour ma vie quand je monte dans une voiture, j'ai peur pour ma vie quand je prends un ascenseur. Je ne suis pas aussi insouciante qu'une fille de 14 ans devrait l'être. Et ça craint vraiment. On m'a enlevé ça. Durant sa guérison, Caitlin et sa famille ont déjà milité pour le changement. À l'époque, le gouvernement fédéral ne réglementait que les manèges mobiles présents dans les foires et carnavals. Les manèges permanents, comme celui qui a blessé Caitlin, étaient réglementés par chaque État individuellement. Le résultat, un patchwork de lois sur la sécurité, aucune supervision fédérale et aucun système national pour suivre les blessures liées aux manèges. Les Lasseter ont soutenu le National Amusement Park Ride Safety Act, un projet de loi visant à donner à la Commission de la sécurité des produits de consommation l'autorité sur tous les manèges, y compris ceux des grands parcs à thème. S'il était adopté, il instaurerait des normes nationales et garantirait que les accidents graves ne passent pas inaperçus d'un État à l'autre. Mais l'industrie ne s'en est pas sortie indemne. Dans les mois qui ont suivi l'accident de Caitlin, le nombre de visiteurs à Six Flags a chuté de 9%. En novembre 2007, la société a annoncé une baisse de 46% de ses bénéfices. Quant à l'ancienne attraction emblématique Superman Tower of Power, eh bien, elle n'a jamais repris son envol après l'incident et a été démantelée avant la saison 2008. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de vous abonner, cela aide beaucoup.